de son père sur le gravier. Je viens te dire bonsoir, mon enfant. Vous sortez, demanda T.L. Je vais faire un tour. Dans le parc. Voulez-vous me permettre de vous tenir compagnie? Non. Je marche pour mieux réfléchir à un sujet qui me préoccupe point. Ils se regardèrent. Entre ces deux êtres, qui s'étaient tant aimés, l'abîme, creusé peu à peu, s'élargissait dans un effondrement brusque. Micheline, elle aussi, avait lu les journaux. Elle avait vu le portrait, elle avait connu le signalement, télégraphié à tous les bouts du monde. Et elle se rappelait une physionomie semblable. Un soir, dans le cabinet de son père, entre les portières soulevées, une sinistre figure. Et la nuit suivante, le retour de ce même père. L'expression de son visage. La neige et la boue, sur ses vêtements. Maintenant elle le contemplait, ce fier marquis de Valcor, debout dans sa hautaine beauté, contre la pâleur de l'espace. Mon pauvre père, gémit-elle tout bas. Il lui saisit le poignet, la regarda au fond des yeux. Alors, toi aussi? Interrogea-t-il avec une ardeur farouche. Tu as cessé de croire en moi? Elle eut un soubresaut de douleur, détourna la tête, et se tut. Ah, s'écria-t-il, en reculant, ta confiance était ma dernière raison de me défendre. C'est donc la fin. Le mot fut étouffé sur ses lèvres par un geste de Micheline. Elle se jetait à son cou, l'entourait de ses bras. Père? Père? Je vous aime. Je sais ce qu'il y a de grand en vous, malgré, assez. Fit-il violemment à ce mot, malgré. Il se dégageait. Sa fille se cramponna contre sa poitrine, silencieusement cette fois. Lui, l'étreignit, dans le même silence. Il la baisa longuement au front. Puis enfin, laisse-moi partir, ma fille adorée. Où allez-vous? Tout près d'ici. Je ne vous quitte pas. Il le faut pourtant point. Elle s'attachait à lui, dans une vague épouvante. Micheline. Toute minute de retard peut causer ma ruine. Oh, murmura T.L. en le lâchant, vous fuyez, je te jure que non. Jurez-moi aussi que vous ne vous exilerez pas sans moi. Sur ta tête chérie, je t'en fais le serment. Adieu, Micheline. Ne condamne pas ton père point. Déjà, il s'éloignait, allongeant le pas. Elle eut encore un élan, craignit d'entraver le salut de celui qui se hâtait là, sur la blanche esplanade, dans la nuit bleue. Elle s'arrêta, se tordant les mains, sanglotant. Papa? Papa? Ce fut la dernière image qu'elle devait garder de lui. 19 La mer qui monte le dolmen de Kergua, se compose, comme à peu près tous les monuments celtiques de ce genre, d'une immense table de granit, posée sur des blocs énormes, formant piliers. Ces blocs s'enfoncent profondément dans le sol, sous le poids qu'ils supportent depuis 20 siècles. Dans le cercle qu'ils forment sous le monolithe plat, se trouve une excavation, généralement produite par des fouilles récentes. Car les savants ont cherché là, souvent avec fruit, des débris de sépultures et des inscriptions. À travers la lande, sous la nuit assez claire, le pseudo-marquis de Valcor se dirigeait vers le dolmen de Kergua. Il en connaissait bien l'emplacement.
Autrement il aurait eu quelque peine à distinguer, dans l'ombre, l'immense pierre, aplatie presque au ras du sol. Comme il en approchait, il éprouva une impression bizarre. Il lui sembla voir ramper quelque chose de noir sur la noirceur de l'herbe. Il tressaillit, s'arrêta, attentif. Mais il ne distingua plus rien de mouvant, n'entendit aucun bruit. Sans doute, une touffe de genêt s'était agitée dans un souffle du soir. Bertrand Gaël haussa les épaules, comme si maintenant peu lui importait à quel piège suprême le prendrait l'inévitable. Il tourna autour du dolmen, pour trouver l'ouverture de cette espèce de petite caverne artificielle. Sauf d'un côté, la terre et les plantes sauvages obstruaient les intervalles des piliers. Qui eût vu le marquis de Valcor se baisser, se couler presque, à travers l'espace étroit laissé entre le sol et la table de granit par l'enfoncement des piliers, se fût demandé ce qu'un tel personnage, fabuleusement riche, haut-titré, député de son arrondissement, pouvait bien avoir à faire, la nuit tombée, dans ce monument barbare, refuge des mulots, des araignées et des couleuvres. Une fois à l'intérieur, il tenait tout juste debout. Dans l'obscurité totale du lieu, une voix chuchota, « C'est vous, marquis. » « C'est moi, » dit Bertrand Gaël, en faisant craquer une allumette bougie, qui éclaira la figure de Sornière. La flamme palpita, s'éteignit. Les deux hommes restèrent dans le noir. « Qu'attendez-vous pour quitter la France ? De l'argent ? Vous êtes donc fou ? Il fallait vous mettre à l'abri d'abord. Je vous aurais envoyé ensuite tout ce que vous auriez voulu. » La peau ? Fit l'autre avec un ricanement non moins immonde que son exclamation. Vous ne m'auriez rien envoyé du tout, parce que toute correspondance avec moi vous aurait trahi. C'est seulement ici que j'ai encore le pouvoir de vous fixer mes conditions. Donnez-moi la forte somme et les moyens de déguerpir. Parce que, vous savez, si on me pince, je cause. Je me ferai promettre la vie sauve en échange de mes petites histoires intéressantes. J'ai pas envie d'être raccourci pour vos beaux yeux. L'argent, dit le faux marquis, ce n'est pas ce qui me préoccupe. Mais votre fuite, et dès cette nuit même, cela ne va pas être commode. Personne ne vous a remarqué dans le pays. Père ? Le misérable n'acheva pas le mot. Une clarté jaillit, en même temps que deux corps, coup sur coup, faisaient irruption par l'ouverture, tombant accroupis pour se redresser aussitôt. C'étaient deux gendarmes, revolvers au poing. La lumière, qui brillait à l'entrée, devait être tenue par un troisième. Et l'on entendait plusieurs voix au dehors. Les quatre hommes, tassés en bas, l'un contre l'autre, dans l'espèce de fosse étroite, n'échangèrent pas une parole. Les gendarmes avaient mis les menottes à Sornière avant que le bandit, stupide de surprise et d'effroi, eût émis un son ou fait un mouvement. Ils lui jetèrent ensuite une corde autour des jambes et le poussèrent vers l'ouverture. Quelqu'un, d'en haut, le tira. Il disparut. « Bien le bonsoir, monsieur le marquis », cria du dehors une voix goguenarde. C'était un agent de la sûreté, qui, projetant vers l'intérieur le rayon de sa lanterne, distinguait parfaitement l'homme acculé dans cette tanière fauve cernée par les chasseurs, à côté au granit, les bras croisés, orgueilleux, muet, mais vaincu. Les deux gendarmes ironiquement sans doute lui firent le salut militaire.
Peut-être songeait-il au jour prochain où ils auraient mandat de mettre aussi la main au collet de ce grand seigneur. Mais leur geste ne trahit pas leur pensée. L'un après l'autre, ils se hissèrent, sortirent. La lumière palpita encore un instant, vacilla, disparut. Les pas, les voix s'éloignèrent. Puis, plus rien. Le silence de la lande. La nuit profonde, sous le dolmen millénaire. La scène de l'arrestation n'avait pas duré 5 minutes. Dans l'antique sépulture barbare, sous la pierre monstrueuse, parmi les ténèbres, demeura un moment celui qui avait été pendant plus de 20 ans, et avec un tel éclat, le marquis Renaud de Valcor. Quelles furent les pensées de cet homme durant cette indicable méditation? Au bout d'un quart d'heure peut-être, il sortit. Sa taille était droite, son pas ferme. Si sa figure était livide, qui l'eût vu? La lune, en se levant, toute rouge au ras de la lande, mettait, sur le sombre promeneur et sur le paysage, plus de mystère que de clarté. Il gagna la route qui, de Valcor, allait au Conquet. Du haut d'un talus, dans l'atmosphère bleuâtre de la nuit, son château lui apparut masse pâle, dont on devinait l'ordonnance magnifique, parmi la houle obscure des futaies. Il le contempla un moment, puis se détourna, marcha dans le sens opposé, vers le village. La course était longue. 10 heures sonnaient au clocher du Conquet, lorsque Bertrand Gaël s'engagea dans le petit chemin descendant vers la maison où il était né. Calme, l'humble toit brillait sous la lune, maintenant haute dans le ciel. Tout paraissait dormir. Et pourtant le visiteur aperçut un ray de lumière filtrant par la fente de la porte. Quelqu'un veillait. Quelqu'un lisait sous la lampe. Mathurine attendait la nuit pour dévorer les journaux, afin qu'on ne soupçonnât pas le tragique intérêt qu'elle pouvait y prendre. Le coup frappé contre la porte la surprit à peine. Elle vivait, la pauvre vieille, dans une expectative si terrible, depuis quelques jours. Elle se leva, ouvrit. « Bonsoir, ma mère, dit une voix pleine de tremblante douceur. L'aïeul recula devant celui qui entrait. « Taisez-vous, ordonna T.L. rudement. Je ne reconnais pas mon fils dans le marquis de Valcor. Reconnaissez-le, implora-t-il. Reconnaissez-moi, mère. Je suis Bertrand, votre enfant. Il n'y a plus de marquis de Valcor. La mâle silhouette impérieuse fléchit, un genou en terre. Que voulez-vous dire, balbutia la vieille femme, qui s'inclina, éperdue, vers la belle tête, courbée et découverte, cette tête secrètement chérie, où, sous les cheveux grisonnants, elle revoyait toujours la grâce enfantine de son premier-né. Je veux dire, mère, que j'ai laissé là-bas, sous le dolmen de la lande, mon masque d'imposture. Je vais expier. Je vais mourir. Et je bénis cette mort, parce qu'elle me permet enfin, de me jeter à vos pieds, de vous demander votre maternel pardon, de vous appeler, maman. Sans que vous me l'interdisiez. Car une mère pardonne à son enfant qui meurt. Je ne mens plus. Mes lèvres ont le droit de vous nommer. Je suis Bertrand, votre Bertrand. Embrassez-moi, ma mère, tu vas mourir. Cria T.L. De ses bras, elle l'enveloppa, comme lorsqu'il était petit et qu'elle craignait pour lui quelque mal. Les vieilles lèvres baissèrent le front orgueilleux et adoré, où tant de fois elles avaient eu soif de s'appuyer avec des murmures de tendresse et de pardon.
tous deux s'étreignirent longtemps. À la fin, Bertrand se redressa, souleva le frêle vieux corps abattu d'émotion contre lui. Il aida sa mère à s'asseoir, et, debout devant elle, « Dites-moi que vous m'absolvez de tous mes crimes », demanda-t-il, d'une voix brisée, suppliante. « Je t'en absous point. » Il eut un cri, presque de joie, « Avec le pardon de ma mère, je puis paraître devant Dieu. » Ah, gémit Mathurine, je dois laisser mon fils aller à la mort, et je ne puis pas lui commander de vivre. Vous avez deviné que c'est impossible. J'accepte votre justice, ma mère, et celle du ciel. Je ne me soumettrai pas à celle des hommes. Je ne m'enfuirai pas non plus, comme un lâche, dans quelque retraite de honte, après avoir soutenu la plus merveilleuse destinée. Point. Elle murmura, je n'aurai pas le temps de te pleurer. J'ai plus de 70 ans d'âge, et des siècles de douleur sur ma tête. Bertrand et Micheline vous consoleront. Elles m'enseveliront, dit la vieille femme. Adieu, mère. Mon fils, mon Bertrand. Une minute encore. Une minute, adieu, adieu. Pardon. Il s'enfuit, pour ne plus voir, pour ne plus entendre. Et elle, afin que les cris dont elle avait la gorge gonflée n'allassent pas briser le courage de celui qui courait à l'inévitable, elle mit ses poings entre ses dents intactes, restées jeunes, qui firent jaillir le sang des grosses veines bleues, sous la peau ridée. Mais, dans cette effroyable souffrance, une pensée soutenait l'âme altière, il a tout effacé, il a tout racheté, ce soir. C'est bien un Gaël, et c'est bien aussi un Valcor. C'est l'enfant de mon amour. Que Dieu ait pitié de lui. Bertrand ne remonta pas vers le pays. Il gagna la plage, et la suivit, retournant dans la direction de Ferneuse. La mer était basse, commençant à peine son mouvement ascensionnel. Les petites grèves découvertes permettaient de contourner les falaises. Quand le chemin était coupé de ce côté, ou menaçait de s'allonger trop, le promeneur s'élevait à mi-côte, et abrégé par des sentiers qu'il connaissait bien depuis son enfance. D'ailleurs, il ne se pressait pas. Pour atteindre son but, il avait toute la nuit et plus que la nuit, la durée désormais sans mesure. Déjà, pour lui, les heures n'existaient plus. Il regardait la mer briller sous la lune. Il écoutait toutes les voix de son âme et de sa vie dans les rumeurs de l'immensité. Malgré la pureté du ciel, l'océan se brisait avec des fureurs sauvages. Une des grandes marées de l'année était annoncée pour le matin suivant. Bertrand Gaël se le rappelait quand, après sa longue marche, il parvint à la petite grotte où, 2 années auparavant, il avait eu, avec la comtesse de Ferneuse, une explication si romanesque et si décisive. Il se laissa tomber sur le banc de roche où elle s'était assise. Il regarda la place où il s'était agenouillé devant elle, brûlant d'un tel amour qu'il avait donné à cette femme un instant d'illusioninouille. Avoir été pour elle, pendant une minute, le Renaud de Valcor qu'elle avait adoré, c'était un triomphe plus glorieux, plus cher à l'âme de cet homme, que d'en avoir imposé au monde pendant 20 ans. Ah! S'il avait pu prolonger le mirage! Il se perdit dans ses pensées, les yeux toujours fixés sur l'étroite place, tapissée de sable luisant, où il avait joué son rôle avec la vérité de sa passion. Des heures s'écoulèrent sans qu'il fît presque un mouvement, perdu qu'il était dans les souvenirs de sa prodigieuse existence. Pourtant, son attention s'éveilla tout à coup.
La roche contre laquelle il s'appuyait venait de frémir de la base au faîte, comme dans un éclat de tonnerre. L'assaut des vagues se rapprochait. L'éclaboussure des embruns atteignait le songeur taciturne. En même temps, l'aube se leva. Une lueur pâle et verdâtre éclaira la tumultueuse solitude. Dans toutes les grandes marées, le niveau des eaux surpasse la grotte où se trouvait Bertrand. Bientôt des jets d'écume se lancèrent jusqu'à ses pieds, puis se retirèrent, comme des bêtes mauvaises, qui agacent la proie encore redoutable, sans oser l'attaquer pour de bon. Le sable qui, tout à l'heure, étincelait, sec et blanc sous la lune, brunissait maintenant d'humidité, et gardait des bulles transparentes qui crevaient à sa surface. Bertrand regarda autour de lui. Partout l'eau claquait sur le roc, s'écrasant en gerbes blanches, ou bouillonnant dans les anfractuosités. Déjà, il était presque trop tard pour quitter la retraite que cernaient les eaux. Mais celui qui l'avait choisi, cette retraite, comptait y demeurer jusqu'à ce que la mer en arrachât son cadavre. Il eut un sourire, sortit son revolver de sa poche, s'étendit sur le roc, appuya le canon de l'arme contre son front, et fit jouer la détente. Jamais personne ne revit, mort ou vivant, Bertrand Gaël, qui avait été, pendant plus de 20 ans, Renaud, marquis de Valcor. XX épilogue. Il y a quelques jours à peine, dans une pauvre maison de pêcheurs, sur la côte bretonne, près du Conquet, se passait une scène singulière. Sur l'humble lit où elle avait dormi ou veillé pendant toutes les nuits d'un long demi-siècle, une vieille paysanne venait de rendre le dernier soupir. Et, près d'elle, deux belles jeunes femmes s'embrassaient en pleurant et en soupirant, pauvre grand-mère. Une princesse de Villingen et une comtesse de Ferneuse. Bertrand et Micheline, pour adoucir les heures suprêmes de cette vie douloureuse, étaient venus s'installer dans la maison des Gaël, ce logis héréditaire que l'aïeul n'avait jamais voulu quitter. L'une et l'autre s'étaient mariées suivant leur amour. Et, dans ce double amour, comme dans leur mutuelle tendresse, elles trouvaient quelque consolation à la catastrophe qui avait brisé leur père, leur révélant qu'elle était sûre. L'aventurier de génie, dont elles étaient les filles, avait laissé un testament par lequel il leur partageait également sa fortune. Quand le procès d'Arthur Sornière qui évita la guillotine par ses révélations, obtenant ainsi la commutation de sa peine en celle des travaux forcés, eut mis en évidence la véritable personnalité du faux marquis de Valcor, la question s'ouvrit: comment répartir l'héritage? Le testament ne pouvait s'appliquer qu'aux fruits des travaux personnels de Bertrand dans l'entreprise des caoutchouteries d'Amérique. Mais comment distinguer son œuvre de celle du fondateur, le vrai marquis de Valcor, et répartir les résultats? Son testament, en lui-même, était inattaquable, car Bertrand, fille légitime, n'avait de droit légal qu'à la moitié des biens, l'autre moitié restant attribuée comme legs à Micheline, incapable d'hériter sans cette disposition spéciale, n'ayant même plus d'état civil, inscrite sous le nom d'un père qui n'existait plus au moment de sa naissance, et fille d'un bigame qui n'aurait pu la reconnaître. Si des difficultés s'étaient élevées du côté des héritiers du véritable marquis de Valcor, le litige fut devenu interminable. Mais le seul embarras imprévu d'ailleurs qui se produisit par l'ouverture de la succession, vint de ce que les ayants droit refusaient chacun leur part de cette colossale fortune. Monsieur de Plégan était mort, et sa fille, Françoise en religion sur Séraphine, n'acceptait que le domaine patrimonial des Valcor, pour en faire le siège d'une des maisons de l'ordre conventuel des Géraldines, où elle avait pris le voile.
Micheline ne voulait épouser Hervé de Ferneuse que les mains nettes de l'argent hasardeux. Bertrande abandonna tout également lorsqu'elle comprit les scrupules de Gilbert. Dans ces conditions, un arrangement fut proposé par le conseil d'administration de la société fondée par Bertrand Gaël, peu avant sa mort, pour l'exploitation de la Valcorie. Le nouveau président élu de cette société demanda au prince de Villingen, devenu le mari de Bertrande, d'accepter l'héritage au nom de sa femme, pour l'abandonner au fonds social, et de devenir le directeur des établissements d'Amérique, avec un nombre de parts fixé par la reconnaissance des actionnaires. Sa fierté serait ainsi sauvegardée, sa fortune assurée, et il trouverait une carrière digne de lui, dans un pays neuf, où ne le suivraient pas les préjugés mondains dont il voulait secouer le joug. Le petit-fils du héros de Villingen ne persista pas à se montrer plus héroïque moralement que ne le comportait son hérédité batailleuse et un peu pillarde. Il consentit. Tout de suite même, il voulut partir pour cette Valcorie qui allait devenir, grâce aux millions remontés à leur source, une des plus colossales affaires du monde. Et, naturellement, il emmenait sa jeune femme et son fils. Une circonstance le retarda. Mathurine Gaël était mourante. Mathurine, qu'aucun changement de fortune n'avait pu arracher au vieux foyer ancestral, et qui demeurait toujours, avec l'innocente, dans la petite maison de marin, près du Conquet. « Laisse-moi lui fermer les yeux », demanda Bertrande à son mari. « Puis nous prendrons avec nous ma pauvre mère, à qui un changement total de vie et de climat rendra peut-être la raison. Pense donc, Gilbert, comme ce serait doux, si cette pauvre maman reprenait connaissance des choses à l'heure où elle ne verrait plus que du bonheur autour d'elle. » « Fais comme tu voudras, ma chérie, » avait répondu Gilbert. Et voilà pourquoi, dans la simple chambre, sous le toit qui avait abrité des générations d'humbles marins, près de l'aïeule, si rigidement belle dans la mort, sous la coiffure bretonne qu'elle n'avait jamais quittée, pleurait la jeune comtesse Hervé de Ferneuse, à côté de sa sœur, Bertrande, princesse de Villingen. Fin de Madame de Ferneuse, seconde et dernière partie de Le Masque d'amour. Tabli. Une rencontre 1-2. La confession 14-3. Marche funèbre 41-4. Chœur Oltiers 71v. Les deux cousines 93-6. Une nuit d'hiver 113-7. Autour d'une tombe 135-8. Autour d'un berceau 159-9. La page 181x. Une fin tragique 205-11. Dans la forêt mystérieuse 229-12. La défaite 248-13. La pierre de sang 261-14. Le mot interdit 276-15. Ferneuse et Valcor 292-16. Le masque tombe 310-17. La cordelière bleue 335-18. Complice 365-19. La mer qui monte 377-XX. Épilogue 387 achevé d'imprimer le 31 mai 1904 par Alphonse Lemaire 6, rue des Bergers, 6 à Paris MP Lahure, rue de Fleurus, 9. Astérisque end of the project Gutenberg ebook Madame de Ferneuse updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed.
creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF,
owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license.
You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Madame de Fernezy 2 3 4 V 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 XX Table The Full Project Gutenberg Licence 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 708, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245.
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329. 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394.